Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-école, l'école chez vous du lundi au vendredi sur ITV. Et en ce début de semaine, nous sommes d'attaque pour affronter le coronavirus par les mesures hygiéniques, respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires, lavage des mains, distance sociale. Mais nous sommes également d'attaque pour affronter le coronavirus par le savoir. Le professeur Songuediev est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous allons faire aujourd'hui un cours de philosophie, surtout un cours de pratique. Mais la théorie, c'est bon, mais sans la pratique, elle devient aveugle. On mémorise, on suit les cours, mais également, il y a une nécessité également de s'exercer. Pourquoi l'exercice est important pour un élève, surtout qui est en classe de terminale? Oui, l'exercice est très important, comme vous dites, parce qu'il permet de consolider ce que nous avons installé en termes de ressources théoriques. Parce qu'il est une chose que l'élève puisse comprendre le cours, mais il est surtout autre chose qu'il puisse investir ce qu'il a compris sous la forme d'un travail de dissertation ou bien de commentaire. Dernièrement, nous avions suivi un peu la méthode de la dissertation philosophique, et donc il est de bon ton qu'après chaque leçon, avant d'en passer à une autre, qu'on puisse consolider les acquis, vérifier pour faire de la remédiation pédagogique. Dernièrement, je crois que nous avons fait un cours sur conscience et inconscient et ensuite un cours sur l'état. C'est pourquoi, au lieu d'avancer, nous allons essayer de voir avec nos apprenants dans quelle mesure ils se sont appropriés ce que nous avons dit et dans quelle mesure ils sont capables d'être performants lorsqu'ils seront amenés à disserter par rapport à ces leçons-là. Des exercices pratiques que les élèves font moins, surtout à la maison, ils passent la majeure partie de leur temps à lire et à relire, mais pour faire des exercices, c'est tout un problème. Oui. C'est un problème, d'autant plus que généralement le professeur, le crédit horaire qui lui est affecté n'est pas suffisant pour qu'il le fasse. Donc très souvent, il est plus préoccupé par terminer son programme que s'arrêter pour faire des exercices de méthodologie. Et donc c'est à charge pour l'élève de comprendre ça, de compenser un peu le gap en travaillant chez lui. Mais malheureusement, comme vous l'avez constaté, et c'est un constat en général, les élèves rechignent un peu à s'exercer, ils ne travaillent que lorsqu'ils sont en classe, alors que l'essentiel devrait se faire à la maison en termes d'exercice. C'est pourquoi ici nous allions les deux, quand nous faisons un cours ou deux cours théoriques, avant d'avancer, nous essayons de fixer et de consolider et éventuellement de remédier en faisant des exercices et des cas pratiques. Aujourd'hui, nous avons deux sujets de dissertation. Le premier qui porte sur la première leçon, l'inconscient et la conscience. Et donc, le sujet que nous avons examiné aujourd'hui avec nos apprenants, il est là. L'hypothèse de l'inconscient rend-elle illusoire la liberté humaine? Et donc, ici, on aborde la question de l'inconscient sous le rapport qu'il peut entretenir avec l'existence de la liberté. Parce que nous avions dit, souvenez-vous, que la première question dans l'amorce du sujet à laquelle l'élève doit chercher à répondre, c'est celle qui consiste à se demander de quoi parle le sujet. Très bien. Et ici, l'intitulé donne la réponse de façon claire et sans équivoque. Ici, on corrèle deux concepts majeurs. Il y a la notion, bien sûr, d'inconscient. Et à côté de la notion d'inconscient, il y a la notion de liberté. C'est les concepts principaux qui structurent le sujet. Et donc, l'élève doit être amené à se demander quelle relation peut-il exister entre le fait que l'individu ou l'homme soit doté d'un inconscient psychique, quel rapport cela a-t-il avec la problématique de sa liberté? Et donc, si l'élève fait un effort de reformulation, il pourrait être tenté, et ce serait pertinent, de dire est-ce que le fait que l'homme soit déterminé par un inconscient psychique le prive, oui ou non, de la liberté? Ici, on a quelle autre expression? On a rendre illusoire. C'est vrai que le niveau de langue de nos élèves est ce qu'il est. Et donc, rendre illusoire, ce qui est illusoire s'oppose à ce qui est réel. Donc, rendre illusoire, c'est anéantir, c'est disqualifier, c'est hypothéquer, c'est faire disparaître totalement la liberté. Mais il y a un mot, professeur, c'est l'hypothèse de... L'hypothèse de l'inconscient. Vous êtes très vigilant parce qu'ici, on n'affirme pas directement l'existence d'un inconscient parce que nous l'avons vu avec Freud. Quand bien même il a émis cette hypothèse-là pour la première fois, il s'est heurté à des résistances telles que, nous l'avions dit, il a été amené à apporter les preuves de l'existence de l'inconscient. Et pour rafraîchir la mémoire de nos apprenants, nous avions dit que Freud prouvait l'existence de l'inconscient à travers ses manifestations. Trois manifestations principalement, les lapsus, les névroses, les rêves, mais également les névroses. Et donc, vous avez bien fait ici de signaler l'importance de ce terme de hypothèse. Donc, c'est comme si on disait à supposer, à admettre qu'il existerait ce qu'on appellerait un déterminisme psychique par l'inconscient, est-ce que cela remettrait-il en cause la liberté humaine? Ou bien, en d'autres termes, est-ce que inconscient et liberté sont parfaitement compatibles ou bien totalement
contradictoire. Donc, dans la première partie, après avoir défini la notion d'inconscient, chez Freud, il donne une définition précise de l'inconscient en disant qu'on entend par inconscient tout processus psychique qui, bien qu'il se déroule en nous, échappe au contrôle de la conscience. Oui. Et lorsque Freud définit l'inconscient, je répète en disant, c'est tout processus psychique qui, bien qu'il se déroule en nous, échappe au contrôle de la conscience. La notion de liberté, elle, on pourrait simplement la définir comme le pouvoir d'autodétermination de l'homme. Ça c'est une liberté intérieure, on dirait. Oui. Une liberté intérieure parce que l'inconscient également est un facteur endogène, même Endogène, si il va se matérialiser après. Bien Mais sûr. la liberté humaine, elle est large, cette notion, elle est à circonscrire ou pas? Ici, elle est à circonscrire, vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a beaucoup de formes de liberté. Oui. Il y a la liberté morale, il y a la liberté politique, il y a la liberté civile, il y a la liberté religieuse. Mais ici, dès qu'il est question de l'inconscient, vous êtes parfaitement amené à circonscrire le champ d'opération de cette liberté-là, en montrant que, comme vous dites, c'est une liberté mais d'ordre psychologique, mais dans tous les cas, par extension, qui renverrait à la possibilité de l'homme, lorsqu'il agit, d'être maître de lui et, comme nous avons dit, de s'autodéterminer. Donc, après avoir défini la notion d'inconscient, il pourra être amené à définir ici la notion de liberté, en restant dans un schéma qui lui permettrait de dire que, dans tous les cas, quelle que puisse être sa forme et son niveau de manifestation, la liberté, elle renvoie à la capacité propre à l'homme d'agir et de s'auto-gouverner lui-même selon ses propres souhaits, selon sa propre volonté et selon ses propres pensées. Et donc ici, l'élève doit être amené dans la première partie, après avoir fait un effort de problématisation, nous l'avons montré. Parce que nous avons dit, il y a l'étape de la conceptualisation, comme nous l'avons fait. La deuxième étape, c'est celle de la problématisation, dans laquelle il montre en quoi ces définitions-là s'excluent-elles ou bien pourraient être conciliées. Et enfin, viendra bien sûr le moment du plan qui sera suivi dans le développement par un effort d'argumentation. Ici, dans la première partie, il essaierait de montrer dans quelle mesure inconscient et liberté humaine seraient contradictoires. Et dans la première partie, donc, ici, s'il essaie de montrer contradiction entre inconscient et liberté, nous abrogez bien sûr. Contradiction entre inconscient et liberté, au moins il pourra le fonder dans la perspective qui est celle de Freud. Parce que nous avons déjà dit clairement dans le cours que l'élève pourra s'appuyer sur les ressources ici du cours pour montrer que oui, en tout cas, si on reste dans la perspective du théoricien et du fondateur de la psychanalyse, découvrir de l'inconscient, Sigmund Freud, oui, il y a bel et bien contradiction entre la notion d'inconscient et la liberté, la notion de liberté. Pourquoi? Parce que Freud, derrière la notion d'inconscient, il nous amène à penser que, à retenir qu'au fond, nous croyons agir là où c'est en réalité nous-mêmes qui sommes agis. Agis par quoi? Par des zones, par des forces obscures, par des forces puissantes qui échappent, comme on a dit, au contrôle de la conscience et qui nous viendraient directement de l'inconscient. Et donc, à partir du moment où la conscience est déchue de son piédestal, à partir du moment où l'homme agit, mais en ignorant les motivations et les forces profondes qui le poussent à agir, il est clair que l'homme, encore une fois, il est tel un aveugle qui est conduit à son insu par ces forces obscures-là qui relevaient de l'inconscient. Et donc, cette idée-là, elle montrerait, dans une certaine mesure, que l'homme, il perd sa liberté. Parce qu'il agit, il aime, il haït, il décide sans savoir pourquoi il le fait et sans savoir exactement, comme nous avons dit, quelles sont les motivations profondes qui le poussent à agir dans tel sens ou dans tel autre. C'est perdre la notion de contrôle. C'est perdre la comme notion la notion de définition de Freud dans l'inconscient. Dans l'inconscient, c'est perdre la notion de contrôle et c'est être dépossédé de soi-même. Et quand on est dépossédé de soi-même, la conséquence c'est quoi? C'est que je ne suis plus tout à fait pleinement conscient, je ne suis plus tout à fait pleinement maître de moi-même. Et là où j'ai cessé d'être pleinement conscient et pleinement maître de moi-même, Pape, il est clair que j'ai cessé d'être pleinement responsable de ce que je fais. Et là où il y a disqualification de cette responsabilité que je pourrais avoir par rapport à ce que je fais, là où il y a disqualification de cette maîtrise de soi, il va de soi que l'inconscient entraînerait, en tout cas dans la perspective de Freud, un rejet ou bien simplement une disqualification de la liberté humaine. Parce qu'encore une fois, être libre, c'est pouvoir dire je, et pouvoir dire je, c'est être conscient, maître de soi et responsable de ce que nous faisons. Maintenant, dans la deuxième partie, il pourra essayer quand même de nuancer. Nuancer, pourquoi? Parce que nous avions dit,
que la notion d'antithèse, nous avons évité l'écueil aux élèves. Oui, en rupture, disant qu'elle ne devait pas être entendue comme une rupture cassure et une totale négation, entre la thèse une cassure totale de la thèse. Oui. Nous avions dit que l'antithèse, elle a la vertu de conserver la thèse, mais ensuite de la dépasser. Have et bon. Have et bon, c'est le terme employé par Hegel. Conserver, dépassement. Très bien. Et donc ici, en nuançant, il essaierait simplement de concilier inconscient chichique et liberté humaine. Oui. Et comment il pourrait les concilier? La bonne formulation, nous avions dit, c'est toujours dire même si. Même si, ça veut dire quoi? Nous conservons l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose qui échappe à l'homme, bien qu'il se déroule en lui. Nous pouvons admettre que l'homme n'est pas toujours pleinement conscient, maître de lui-même et responsable de ce qu'il fait, mais nous allons dire quand même, cela, si on exagère cette importance de l'inconscient, elle a une conséquence grave. Oui. Pourquoi elle a une conséquence grave? Tu l'imagines aisément, parce qu'elle entraînerait d'abord la déresponsabilisation de l'homme. Et quand l'homme est déresponsabilisé, la morale, elle saute elle-même. Parce que toute la morale repose sur quelle idée? L'idée selon laquelle ce que je le fais de façon pleinement volontaire, délibérée, consciente et souveraine. Et à partir du moment où on me dirait que j'agis sans savoir pourquoi j'agis, il va de soi que si on exagère l'importance de l'inconscient, sa première conséquence fâcheuse, c'est de rendre impossible la morale. Et en même temps qu'elle rend impossible la morale, elle prive l'homme de sa liberté. C'est Kant qui disait, nous l'avons dit tout à l'heure, que en fait, mais toute la morale repose simplement sur la possibilité de dire je. Alors que quelqu'un qui est agi par l'inconscient, qui obéit à cette surdétermination par l'inconscient, il ne peut plus dire je. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce qui agit en lui agit sans qu'il ne puisse opérer un contrôle strict par rapport à cette action-là. Et donc, de ce point de vue, dans la seconde partie, l'élève sera parfaitement amené à dire oui, quand bien même considère-t-on à Freud qu'il existe quelque chose qui s'appelle inconscient, qui me détermine à mon insu, on n'a pas le droit de réduire l'homme à cette seule dimension. Parce que de toute manière, non seulement la morale disparaît pas, non seulement la notion de responsabilité disparaît, mais il n'y a même plus de frontières entre l'homme et l'animal. Oui. Parce que quand vous dites que l'homme est entièrement prisonnier, dans le vocabulaire de Freud, le ça. Le ça, c'est le siège de l'inconscient. Oui, c'est le siège des pulsions, des passions, des désirs. Oui. D'ailleurs, Freud dit quoi? Dans la vie chichique, le ça représente les passions déchaînées. Oui. Et quand il dit, j'ouvre les guillemets, dans la vie chichique, le ça représente les passions déchaînées, ça veut dire, comme vous l'avez montré, que le ça, il est un peu la partie animale de l'homme. Et donc, dire que l'homme est placé entièrement sous la gouvernance de son inconscient, j'ai dit, c'est non seulement faire disparaître la morale, c'est évacuer la responsabilité, c'est tuer la liberté, mais c'est effacer complètement la frontière qui pourrait séparer l'homme de la stricte animalité. Et c'est le surmoi. Absolument. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Oui. Et c'est pourquoi maintenant, si l'élève a besoin d'une illustration, d'une citation, il pourrait s'appuyer sur quelqu'un qui s'appelle Alain. C'est lui qui me vient à l'esprit. Alain, en critiquant Freud, il dit, j'ouvre les guillemets, le freudisme est l'art d'inventer en chacun de nous un animal redoutable. Et lorsque Alain dit le freudisme, entendons par freudisme la doctrine de Freud et sa découverte de l'inconscient. Quand il dit, je cite une dernière fois, le freudisme est l'art d'inventer en chacun de nous un animal redoutable, les termes sont clairs. D'abord, il dit inventer, ça veut dire que ça n'existe pas. Et il dit un animal redoutable. Et donc, il reproche un peu à Freud de réduire l'homme simplement à l'animalité, quelqu'un qui serait entièrement sous le joug de ses instincts, de ses pulsions et de ses désirs. Oui. Il y a également une autre critique que l'élève pourrait faire et qu'il emprunterait au théoricien de la liberté absolue de l'homme qui est Jean-Paul Sartre, de l'existentialisme athée. Sartre également, il dit, mais ce que Freud appelle le refoulement. Il dit ce que je refoule, mais j'en ai pleinement conscience. Oui. Ça veut dire quoi? Que dans le vocabulaire de Sartre, il dit l'inconscient relève de la mauvaise foi. Autrement dit, c'est quelqu'un qui refuse d'assumer sa liberté et en refusant d'assumer sa liberté, il se réfugie derrière l'existence d'un inconscient qui le sauverait. Mais nous le savons tous, chez Sartre, on ne peut pas échapper à sa liberté. Oui. Pourquoi? Parce que, à la différence des objets fabriqués chez qui l'essence précède l'existence, c'est l'homme et c'est l'homme seulement, l'existence précède l'essence. Nous y reviendrons peut-être dans le cours sur la liberté. Oui. Dans tous les cas, Alain, comme Sartre, sont des ressources qui permettraient à l'élève de nuancer et de montrer tous les dangers qui pourraient découler d'une exacerbation, mais de cette notion d'inconscience chichique qui gouvernerait l'homme. Et un sujet sous forme d'interrogation, généralement, l'élève se limite à deux parties. Oui. Dire
soutenir la position, même si serait sous forme d'interrogation, la position de l'auteur. Oui, pourquoi vous dites la position de l'auteur? Parce qu'il y a toujours une thèse implicite. Il y a toujours une thèse implicite. Illusoire, donc c'est une thèse implicite, même si la phrase se termine par une interrogation. Absolument, il y a une affirmation implicite, comme vous dites, et cette affirmation implicite, c'est que inconscient et liberté, comme nous l'avons dit, c'est contradictoire. Et maintenant, après ça, il va lui essayer de faire un effort de dépassement de ce que dit un peu la première partie. Maintenant, il pourrait y avoir, là nous sommes dans le développement, il pourrait y avoir une troisième partie dans laquelle l'élève ferait une synthèse partielle, provisoire, de ce qu'il a dit dans le premier point, dans le second, avant maintenant de faire la conclusion générale au niveau de la toute dernière partie de la dissertation. Mais voilà globalement ce à quoi on s'attendrait moyennement dans une copie de l'élève qu'il puisse montrer ça. Et en insistant encore une fois sur les 2 ou 3 étapes importantes. De quoi parle le sujet? Ensuite, conceptualisation, parce qu'on doit définir les concepts structurants du sujet. Ensuite, problématisation. Et comme nous l'avons dit et répété, c'est la capacité à apercevoir la difficulté, mais qui fait l'essentiel de ce travail au niveau de l'introduction. Et vous parliez tout à l'heure de la notion de définition. Parfois, elle suscite beaucoup de problèmes et devient même une problématique chez les élèves. On définit par rapport au contexte. Absolument. Je dis souvent, et nous l'avons répété même ici, oubliez la définition qui est dans le dictionnaire. Pourquoi? Parce que les mots n'ont de sens que contextuel. Et le concept, selon le contexte dans lequel il est employé, il change. Parce que vous avez déjà tout de suite aperçu qu'il ne s'agit pas peut-être de la liberté politique. Il ne s'agit pas du sujet d'un certain dans l'État. Parce qu'on dit simplement inconscient. Et dès qu'est invoquée la notion d'inconscient, il ne peut s'agir que d'une liberté mais psychologique, psychique, ensuite, et peut-être d'une liberté de choix et d'action. Et quels sont les pièges à éviter pour ces genres de sujets? Oui, les pièges à éviter d'abord, nous l'avons déjà dit, il est valable pour tous les sujets de ce type-là, et même pour tous les sujets de dissertation en général, c'est de chercher à ramener le sujet à un cours précis. Ça veut dire quoi? De penser qu'on peut se contenter de ce que dit strictement le cours pour répondre à une question précise. Ça, c'est le premier piège à éviter. Le deuxième piège à éviter, c'est également de ne pas s'entendre sur le sens des concepts qui sont employés. C'est des concepts qui sont employés, qui sont susceptibles de plusieurs significations. Il faut circonscrire le champ de la réflexion et à ce moment-là, quand on aura évité ces 2 pièges, on s'est déjà donné les moyens d'avoir plus ou moins une bonne promesse de résolution du problème. Et surtout, éviter le piège de répondre par oui ou par non. Oui, ça, on l'interdit. L'hypothèse de l'inconscient rend illusoire. Absolument. L'élève dit oui, ça rend illusoire parce que... C'est tout le sens. C'est pas une question directe. Voilà, c'est tout le sens de l'insistance que nous avons faite sur la notion de problématisation. Celui qui problématise, il aperçoit une zone d'ombre, une difficulté dans ce qui paraît le plus évident. Il s'empare de ce que disait Gaston Bachelard. Il disait la connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre-là, ce sont ces zones que l'élève doit essayer de dissiper. Et quand il aura essayé de les dissiper, c'est qu'il a compris. Et ayant compris, il s'est approprié le travail de prise en charge du sujet. Nous allons attaquer le deuxième sujet, un sujet qui touche également le domaine 2 de la philosophie. Y a-t-il contradiction entre être soumis aux lois et être libre? La notion de liberté revient également. Elle est centrale, hein, on dit. Elle est même transversale. Oui, transversale. Parce que, vous êtes très perspicace, parce que l'élève, cette notion-là de liberté, elle traverse tout le programme de philosophie. La première leçon sur laquelle il s'interroge après la question des origines de la philosophie, c'est la question qu'est-ce que la philosophie? Et dans la question qu'est-ce que la philosophie, le professeur, de toute façon, lui aura montré qu'il ne peut pas y avoir de philosophie là où on n'est pas soumis au principe d'insubordination. Et le principe d'insubordination montre que le philosophe, à la différence des autres, il revendique toujours cette liberté intellectuelle par laquelle il critique et il remet en question. Dans Nature et Culture également, nous avons parlé de liberté. Bref, dans tous les cours, cette notion-là est ce qu'on appelle donc une notion transversale. Le deuxième sujet, comme vous dites, c'est... Y a-t-il contradiction entre être soumis aux lois et être libre? Y a-t-il contradiction entre être soumis aux lois et être libre? Oui. Un sujet sous forme d'interrogation également. Oui, bien sûr. Et être libre, oui. Voilà. Et donc, là également, c'est le même travail d'approche. Ce que nous avons dit tout à l'heure, en termes de consigne, va être valable. Parce que quand on dit, y a-t-il contradiction entre être soumis aux lois et être libre, la notion de loi doit l'amener à
savoir qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle liberté. Oui. Ici, il est clair qu'on est dans quel cadre? Nous ne sommes pas dans le cadre de la société où on parlerait de normes, mais nous sommes dans le cadre de l'État. Et tout de suite, il doit se rendre compte qu'il s'agit bel et bien d'une liberté politique. Et maintenant, quand le sujet pose la question, y a-t-il contradiction entre être soumis aux lois et être libre? La thèse implicite, elle consisterait à dire quoi? Que oui, il y aurait contradiction entre être soumis aux lois et être libre. Parce que généralement, même dans l'entendement comme un pape, vous savez très bien que la notion de soumission est souvent perçue comme contradictoire avec quelle notion? De liberté. La notion de soumission est souvent perçue comme contradictoire avec la notion de liberté. Oui. Et donc, l'élève doit être capable de se dire, mais écoutez, qu'est-ce que le sujet a de difficile? Et la difficulté, c'est que comment concilier le fait d'être soumis, la notion de soumission même à des lois, et la notion de liberté. Ça, c'est la difficulté fondamentale posée par le sujet. Et donc, il partirait du constat que, en général, vous, moi, comme tous les hommes, là où nous sommes soumis à des lois, nous avons le sentiment d'être privés de liberté. Et que donc, à première vue, liberté et loi et soumission aux lois semblent incompatibles. Et donc, à ce moment-là, il l'argumenterait en disant, écoutez, dès que l'homme est soumis aux lois, il doit renoncer à un pouvoir d'action illimité. Et quand il doit renoncer à ce pouvoir d'action-là, il est clair que sa liberté, elle est anéantie, elle est presque annihilée. Maintenant, comme vous avez dit, dans la deuxième partie, il en viendrait à tenter de les concilier en montrant qu'en fait, écoutez, est-ce que là où il n'y a pas de loi, il peut y avoir de liberté? Et en se posant la question, est-ce que là où il n'y a pas de loi, on pourrait parler de liberté? Il serait amené lui-même à se rendre compte, comme le prof le lui a dit dans le cours. Dans quelle perspective? Celle de Rousseau. Parce que le professeur lui a parlé de Rousseau, qui lui a dit, écoutez, il n'y a point de liberté sans loi. Et là où Rousseau disait, il n'y a point de liberté sans loi, et ajoutait d'ailleurs en parenthèse, ni également là où un seul individu est au-dessus de loi, mais quand il s'arrête à ce morceau, il n'y a point de liberté sans loi, c'est une manière de montrer quoi? Que la véritable liberté, elle consiste dans la soumission aux lois de l'État. Et que là où il n'y a pas de loi, nous sommes dans le libertinage, et par définition, le libertinage, il est liberticide. Et en disant que là où il n'y a pas de loi, nous sommes dans le champ non pas de la liberté, mais du libertinage, et que le libertinage est liberticide, il se rendra compte que par la soumission aux lois, l'homme accède à une véritable liberté. Une manière simple pour le candidat de dire alors que la loi, elle n'est pas ce qui m'empêche d'être libre. Au contraire, elle est le fondement, elle est la condition de possibilité de toute véritable liberté. Donc voilà les deux perspectives dans lesquelles ici l'élève pourrait s'inscrire pour essayer d'aborder correctement ce sujet-là. Et quels sont les auteurs, par exemple, si on doit ne pas réconcilier, mais établir une forteresse entre loi et liberté, les auteurs qui pensent ou bien qui penseraient comme ça? Ici, il pourrait penser aux anarchistes, par exemple. Surtout. Parce que les disciples de Mikhaïl Bakounine, ils avaient l'habitude de montrer que l'État n'est rien d'autre qu'un ensemble de moyens de coercition, de privation et de répression de la liberté individuelle. Et donc, dans la perspective des anarchistes, être soumis aux lois et être privé de liberté. Parce que eux, entre guillemets, ils montreraient, au fond, et on l'a dit dans le cours, mais que l'État est une sorte d'escroquerie intellectuelle, que l'État n'a aucune forme de nécessité, parce que laissés à eux-mêmes, les hommes mais seraient capables de se gouverner eux-mêmes. Et donc, ils pourraient faire référence ici aux anarchistes, à Bakounine, dans cette partie-là, pour montrer que la notion de soumission aux lois est rigoureusement antinomique à celle de revendication de toute forme de liberté. Maintenant, dans la deuxième partie, nous l'avons dit, nous avons fait allusion par exemple à Rousseau, qui montre que effectivement, c'est la présence, dans le contrat social, c'est la présence de la loi qui est garante et qui est fondatrice de toute véritable liberté. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que l'élève soit obsédé. C'est vrai qu'il doit faire montre de culture philosophique quand même, parce qu'il a été soumis à des enseignements de philosophie, il a été confronté à des théories, à des auteurs différents. Il est fortement souhaitable qu'il fasse preuve de culture philosophique en mobilisant des auteurs, mais attention, il ne doit pas être dans l'obsession et dans la fixation qui l'empêcherait d'avancer parce qu'il se serait arrêté en perdant 10-15 minutes en disant mais qui est-ce que je vais citer? Non, les citations, elles viennent d'elles-mêmes parce que en ce moment-là, lorsqu'elles viennent d'elles-mêmes, ça veut dire qu'elles intègrent le fil directeur de notre pensée. Elles sont fortement souhaitables, mais elles ne sont pas absolument indispensables. Et d'ailleurs, un devoir truffé de citations, où est la logique de l'argumentation? Où est la pensée de l'élève? Parce que la citation,
Oui. D'ailleurs, on met ça entre guillemets par Oui. honnêteté intellectuelle parce que ce sont les pensées. des Entre autres. guillemets, Pape, là également, Oui, il faut le préciser. Ça dépend de la ça dépend force de la dont force, on cite. oui, exactement. On peut citer Il y a en la- substance. Exactement. Quand je dis, comme disait Platon en substance, je ne fais pas la promesse de restituer Oui, finalement. surtout. Mais quand Il y a j'ouvre des les styles, guillemets, oui. là je fais la promesse justement. Mais dans tous les cas, comme vous avez dit, la citation, elle n'est pas absolument indispensable. Et comme vous avez dit également, elle ne peut pas suppléer, elle ne peut pas supplanter le nécessaire effort d'argumentation et de réflexion personnelle. Et surtout organisé. Organisée, de façon vous aimez rigoureuse, le précise et cohérente, avec une expression intelligible. Et c'est pourquoi nous avions dit qu'au fond, l'élève doit comprendre que ce n'est jamais un défilé de mode d'auteur, parce que la philosophie est d'abord une affaire de réflexion personnelle, et en tant que telle, la citation, elle vient corroborer. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent citer au départ, mais nous disons aux élèves, il est beaucoup plus judicieux, beaucoup plus cohérent de faire un effort d'argumentation et à la fin de convoquer quelqu'un pour donner plus de poids à ce que nous avons déjà dit. Pourquoi? Mais parce que quand je commence par une citation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'expliquer. Or, en essayant d'expliquer une citation, j'oublie qu'il y a un problème déjà posé auquel je dois primitivement apporter une solution. Il y a un élève qui me dit pourquoi les professeurs de philosophie ne donnent pas de bonnes notes. Les notes sont généralement mauvaises. Bon, je vais transposer cette question. Oui, bon, c'est une idée largement répandue qui colle un peu. Hein, C'est difficile d'avoir une bonne note en philosophie. Mais ce n'est pas, c'est par rapport à la correction, par rapport aux professeurs sûrement qui pas. sont très avares. Il doit comprendre en fait que ce n'est pas une spécificité du professeur de philosophie, mais c'est plus une spécificité de la philosophie elle-même. Ça veut dire quoi? Ce qu'elle exige est peut rarement être satisfait par les élèves. D'abord, c'est s'exprimer clairement. Les élèves parlent tous au français. Ils se livrent à un jeu de massacre de la langue. Et ensuite, il y a des stéréotypes, des façons de penser, malheureusement, que nous avons installés en eux, mais qui sont contradictoires à la façon dont opère la philosophie. C'est-à-dire Ben, ça veut dire que, par exemple, comme nous avons dit, les élèves sont plus habitués à des disciplines d'apprentissage. Oui. Disciplines d'apprentissage, ça veut dire quoi? Ben, là où ils sont amenés souvent à restituer des informations qu'ils ont prises. Alors qu'en philosophie, pour la première fois, le choc, c'est qu'il n'est pas en face d'une discipline d'apprentissage, mais d'une discipline de réflexion. Et le temps qui est consacré à l'élève ne lui suffit pas. C'est pourquoi en France, et même dans certains établissements de ces pays-là, on commence plus ou moins en classe de première pour que l'élève ait le temps mentalement d'être adapté à ce que réclame la réflexion philosophique. Donc ce n'est pas le professeur de philosophie qui est sévère, qui ne veut pas donner des notes, qui entoure de mystère sa discipline en donnant de mauvaises notes, que non, mais une copie obéit, comme toutes les copies d'ailleurs, à un certain nombre de normes. Mais nous avons dit, la difficulté principale, c'est qu'en philosophie, les élèves ne maîtrisent pas la langue d'enseignement et de travail. Et par conséquent, les copies qu'ils livrent ne sont pas à la hauteur des attentes, et c'est pourquoi les notes également ne font que suivre et ne peuvent pas être extraordinaires. Et la maîtrise de la langue, c'est un problème transversal qui touche beaucoup de matières, que ce soit le français, la philosophie, surtout les matières littéraires. Absolument. Professeur, c'est la fin du cours. Déjà? Oui. On a épuisé les 30 minutes déjà. Oui. Le temps est toujours une contrainte, mais nous serons là toujours avec les élèves pour continuer les cours. On sait que le confinement oblige les écoles et universités, n'ont pas encore ouvert. Espérons que... Mais forcément, il y aura un réaménagement par rapport aux cours. Oui, il y aura un réaménagement par rapport au calendrier déjà, parce que les années de philosophie étaient prévues pour le 29 mai. Et donc, il va de soi que si on reprend le 4 mai, on ne peut pas les faire. Les épreuves physiques du bac idem devraient démarrer également au courant du mois de mai. Il va de soi que ça ne pourra pas se faire. Mais disons que c'est un ennemi commun, un hôte que nous n'avons pas demandé à recevoir, qui s'est évité parmi nous, et on ne peut que faire un effort pour s'adapter. Mais là, on a entre guillemets perdu que 2 mois, même pas 2 mois. Parce que si vous enlevez les fêtes de Pâques, il ne restait que 45 jours. Et donc, si on travaille tout le mois de mai, tout le mois de juin, normalement, le gap, nous pourrons le réserver, en sorte qu'en juillet ou au plus tard au mois d'août, les examens pourraient parfaitement se tenir. Mais comme vous avez dit, E-Média, ITV, Radio offrent une belle alternative qui permet aux élèves, ce temps de vacances, entre guillemets, de façon institutionnelle, soit comblé par ces cours que nous faisons. Et les élèves, il me semble qu'au vu de leur réaction, ils y adhèrent massivement et en tirent profit. Et surtout, ils vous demandent dans quelle mesure cette activité-là pourrait être pérenne. Et le concept, c'est e-école. L'école chez vous, du lundi au vendredi, avec des professeurs différents, des matières différentes. Chez vous, restez chez vous, parce qu'il y a un ennemi commun à combattre. Cet ennemi-là ne veut pas que les gens se déplacent.
ils détestent le confinement. Donc, restons confinés chez nous et respectons également les mesures hygiéniques. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre cours dans e-école.